Voilà, téléspectateurs de Canal Guinée Télévision, nous nous sommes retrouvés ce jour pour échanger sur l'actualité de l'heure, dominée par les événements sociopolitiques en RDC. Nous avons attendu la déclaration des chefs de l'État au Congrès. Il y a eu la chute des bureaux Mabunda et il y a eu beaucoup de faits dans cette actualité du moment. Nous avons invité comme d'habitude le président de la CDT, en même temps coordonnateur national de l'inter-syndicat national du Congo, Guy Coucou Guedila. Avec lui, nous allons développer toutes ces actualités, ou l'actualité de l'heure, puisque, comme vous le savez, les chefs de l'État avaient consulté toutes les couches sociales, politiques, sociales, et l'inter-syndicat national du Congo a été bel et bien consulté. Bonjour, monsieur le président de la CDT, coordonnateur de l'inter-syndicat national du Congo. Bonjour, monsieur Alain. Vous avez été consulté par les chefs de l'État, l'actualité a évolué, le chef de l'État a tenu sa communication, son discours lors du congrès organisé dernièrement. Quelle est votre appréciation de la communication des chefs de l'État à l'issue de ce congrès? Merci beaucoup. Avant ce congrès, je pense que le chef de l'État a communiqué à la nation les résultats des travaux de consultation, à l'issue desquels il a annoncé des très grandes mesures, entre autres la rupture avec les mariages FCC cash. Il a annoncé, comme vous le savez aussi, la nomination d'un informateur. Et il a encore beaucoup précisé avec son dernier discours au Congrès, au Parlement, la nomination prochaine du gouvernement de la République, et même il a donné l'ossature de ce gouvernement qui, d'après lui, sera un gouvernement constitué de patriotes qui acceptent sa vision, et ça c'est l'élément très important et déterminatif, parce que, Alain, nous devons faire attention avec la classe politique congolaise. Vous avez vu, plusieurs personnes ont traversé des FCC maintenant vers l'Union sacrée. C'est la peur du ventre, c'est la lutte des positionnements. On doit faire très attention. Il ne faut pas que l'Union sacrée redevienne FCC bis. Ça, en tout cas, nous, en tant que syndicat, nous, en tant que société civile, nous, en tant que groupe de pression, nous ne sommes pas allés dire au président de la République de reconstituer une union, un FCC bis, mais c'était l'union sacrée des patriotes, des gens qui acceptent de changer, de lutter, de renverser les dictats et l'immobilisme qu'imposait les FCC. Et donc, si les gens ont accepté, même s'ils étaient dans FCC, on est d'accord. Et nous les félicitons qu'ils traversent, mais qu'ils ne doivent pas traverser pour se repositionner, pour avoir des postes, pour avoir se retrouver. Non, ça ne doit pas être ça. Et même pendant les consultations, toutes ces choses étaient dites. Il faudra que le président de la République puisse recadrer tout le monde pour dire l'union sacrée de la nation est différente de FCC. L'union sacrée de la nation est différente de l'union sacrée de l'opposition, de la classe politique, parce que l'union sacrée, cette fois, ce n'est pas la classe politique, c'est toute la nation, les partis politiques, les associations, les syndicats, les églises, tout le monde est dedans dans l'union sacrée, et il faut que les chefs de l'État ne tombent pas dans les pièges de gens qui vont aller pour dire repartageons les gâteaux. Parce que le Congo, cette classe politique en a fait un gâteau qui doit couper et recouper à tous les coins et les recoins et à toutes les opportunités qui leur sont données. Cette fois, nous, en tant qu'intersyndical, nous rappelons au chef de l'État que l'union sacrée, c'est une union de tous les fils, des dignes fils de la nation. Ce n'est pas une union des politiciens, non, c'est une union de toute la société, les politiciens y compris, la société civile
et les autres organisations qui sont situées dans les pays. Il faut que cette précision soit de taille et que les gens ne pensent pas qu'on a été là-bas, on n'a pas gagné un FCC, on va là-bas pour aller gagner un poste, le poste de président. Non, non, on ne doit pas venir avec de telles ambitions, sinon on aura déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est que vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme pour que les chefs de l'État fassent attention de ces gens, parce qu'ils sont déjà gérés depuis la nuit du temps en RDC. On ne voit que les mêmes figures défiler de part et d'autre. Quand on forme un gouvernement, il se déverse là. Et quand on forme dans un autre côté, il s'en va là-bas. Alors pour vous, c'est une alerte que les chefs de l'État fassent attention au risque que les mêmes, ce qu'on a vécu sous la gestion du président Kabila reviennent au niveau de l'Union sacrée. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait, Alain, c'est exactement ça que nous sommes en train de dire, pour dire que le chef de l'État a pris l'option de changer la gouvernance. Il a pris l'option de réformer, de revoir la composition du gouvernement avec, il a insisté. Ça, c'est le mot du chef de l'État, des vrais patriotes, pas des opportunistes de tous bords. Et il faut que le président de la République ait le temps de sélectionner dans la classe politique, dans la société civile ou dans toute autre composition de la société, des personnes qui doivent comprendre que les choses ont changé. Il faut que ces gens-là comprennent d'abord que les choses ont changé. Et que cette fois-ci, si on va au gouvernement, on va dans les institutions, on va dans les entreprises, on va, c'est pour gouverner autrement que tout ce que nous avons vécu pendant le temps de Mobutu et le temps de Kabila qui sont passés récemment. Et c'est ce qui a constitué votre lutte, puisque plusieurs fois nous avons réalisé l'émission avec vous, certains numéros. Vous avez insisté sur les changements et surtout au niveau des entreprises publiques. Là, on ne peut pas continuer à maintenir les politiciens là-bas, puisque ceux derniers, une fois arrivés là-bas, ils continuent à servir leur parti politique et ils dépouillent ces entreprises-là. Et en quelque sorte, le chef de l'État a attendu vos plaintes à tout moment que vous ne cessez d'adresser à l'endroit de la hiérarchie nationale. Tout à fait. Je crois que cette fois-ci, je pense que les annonces du chef de l'État sont très explicites, très explicites et claires. D'abord, il a annoncé pour nous les travailleurs, les fonctionnaires de l'État. Il a ramené sur la table les dossiers de Moudi, vous le savez. Les accords de Moudi, les salaires du fonctionnaire. Et le chef de l'État est allé même très loin en disant on ne doit plus augmenter les rémunérations dans les institutions jusqu'à ce qu'on relève les niveaux de vie des fonctionnaires aussi. Parce que c'était ça, le goulot d'étranglement. Toutes les fois, le Parlement faisait des révisions. Il faut augmenter la rémunération des ministres, à la présidence, à l'Assemblée nationale. Donc juste dans les institutions, les fonctionnaires de l'État, lui, c'était les derniers des soucis, les cadets des soucis. Mais cette fois, le chef de l'État, dans son discours, a été très clair et nous le suivons, nous notons. On va observer, parce que n'oubliez pas, Alain, nous sommes la société civile, nous sommes les organisations syndicales, nous notons tout ce que les chefs de l'État dit, ils nous donnent des arguments, ils nous donnent la force, ils nous donnent des piliers, ils nous donnent des supports, parce que demain nous lui retournerons tout ce qu'il nous a promis, et de son discours, nous l'avons noté, même enregistré, nous avons cela, c'est le leitmotiv de notre lutte. Et c'est ça, voilà pourquoi aujourd'hui l'intersyndical est aligné dans cette union sacrée, parce qu'au moins le chef de l'État est revenu vers les aspirations profondes de la population, les aspirations profondes des fonctionnaires, les aspirations profondes des travailleurs. Et nous, en tant que travailleurs, en tant que défenseurs des fonctionnaires, agents de l'État et de toute la classe ouvrière, nous sommes dans cette union sacrée pour justement rappeler à quiconque et au chef de l'État lui-même que la vision maintenant, c'est le peuple d'abord. Et donc là, c'est au niveau du discours, nous sommes tout à fait d'accord au niveau du discours. Maintenant, attendons voir l'exécution. Parce que après le discours, il y a les faits. Et nous attendons
Maintenant, au niveau des faits, comment est-ce que le chef de l'État va traduire cette union sacrée au niveau des institutions qu'il va maintenant déployer au travers ce qui se passe. Autrefois, avec vous, vous avez soulevé dans l'un des numéros de l'émission Monde du Travail que vous continuerez à dénoncer. Et le chef de l'État, quand il a fait le dépouillement des résultats des consultations nationales, il a dit qu'il faut protéger, il faut créer un mécanisme de protection des gens qui vont dénoncer. Et comment avez-vous apprécié cet aspect des choses que il faut que les gens qui dénoncent, il faut les protéger? Le chef de l'État avait dit ça. Tout à fait. C'est, comme je disais, c'est ça l'approche. Comme vous l'avez bien dit, c'est dans votre question précédente. Vous savez, pour nous, les travailleurs et les agents fonctionnaires de l'État, l'élément le plus important, vous savez, c'est le travail qui est le moteur du développement. Et les acteurs qui sont dans la machine du développement, ce sont les travailleurs, ce sont les employeurs, ce sont les fonctionnaires. Tous ces gens-là, ce sont les piliers du développement d'un pays. Et il faudra que dans la nomination, comme vous avez dit, les chefs de l'État ne doivent plus nommer les politiciens. Les politiciens doivent aller faire la politique. Et faire la politique, c'est dans les institutions. Ils gagnent des élections, ils sont dans les ministères, ils sont au Parlement, ils sont au Sénat, ça suffit. Dans les entreprises, ce sont des unités de production. Les entreprises ne sont pas des endroits où on va faire la guerre, on va faire la politique. Non, là ce sont des techniciens. Quand ça demande A, il faut mettre A. Quand c'est B, il faut mettre B. Il ne faut pas des gens qu'on envoie pour dire non, c'est ceci, parce qu'il y a beaucoup d'incompétents à l'un. Nous souffrons d'être des syndicalistes, nous souffrons de voir vous trouver certains acteurs dans des ministères, dans des entreprises, à la tête des entreprises. Quand il vient, on doit lui apprendre comment on gère, comment on doit prendre une décision, comment on doit écouter les gens, les vertus du dialogue, il n'en connaît même pas, comment on négocie, il ne sait même pas, comment il faut... Donc, vous trouvez, mais ça devient comme toutes les montagnes, vous ne savez pas par où commencer pour expliquer, et à chaque bout des champs, vous vous retrouvez. Au moment où il faut décider, vous devez commencer par lui expliquer les choses. Alors qu'on est dans une situation où il faut décider. Donc, une situation très amère. Et je crois que cette fois, le chef de l'État a crevé l'abcès. Et je crois, il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut du peuple, c'est-à-dire il n'y a pas à négocier. Là où il n'y a pas le salut, il n'y a pas l'intérêt du peuple. Il n'y a pas à négocier. Et ça, le chef de l'État, et je pense que c'est pour cette raison. Vous savez, Alain, peut-être on en parlera. Le chef de l'État vient de libérer non seulement les pays, mais même les gens de FCC. Est-ce que vous savez que les grands bénéficiaires de cette situation, ce sont les gens de FCC? Ils étaient en otage. Ils étaient en otage. Les gens du FCC. Ils étaient dans la peur. J'ai suivi un député ce matin. En otage. Il disait, mais on avait peur. Si tu pars, tu sais qu'on va te prendre, on va te prendre, te tuer. C'est un député qui dit ça. Donc il y avait des mots d'ordre. Arrête, vous savez, ils étaient là comme des morts dans les cercueils. Quand on dit dors, il dort. Quand on dit lève-toi, il se lève. Couche-toi, il ne doit pas demander pourquoi je dois me coucher. Pourquoi je dois voter? Pourquoi? Il n'avait plus de conscience. Des grandes personnalités, des grands professeurs d'université, et se sont réduites comme ça. Et vous savez, ça se disait. Il semble qu'on les tapait, ils avaient même des gifles. Hein? Ah bon? Des ministres. Et maintenant, il a des révélations. Mais toi, tu étais... des révélations. Tu n'as pas suivi Zachary Bababa, tu n'as pas suivi la vidéo circule jusqu'à ce jour. Hein? C'est lui qui avait révélé. Il y a des gens qu'on tapait. Alors, tous ces gens-là, le président les a libérés. Le président Félix les a libérés. Maintenant, ils peuvent voter pour la première fois. Les parlementaires, tout en temps, ont voté avec leur conscience, pas avec un mandat. Maintenant, Félix est... Pour la toute première fois. Félix est libérateur. Vous comprenez? Donc, je pense que même dans l'air, ça c'est moi qui dis, ça n'engage que moi. Donc, je pense dans leur conscience, ils se disent, ouf, au moins ils peuvent décider cette fois. Au moins ils peuvent parler. Ils parlaient non seulement contre Félix, parler avec Félix, parler contre FCC. Maintenant, ils peuvent parler. Vous avez même suivi, que j'ai même suivi dans les réseaux sociaux, et même à certaines déclarations, il y a des gens qui disaient là-bas, on ne pouvait même pas discuter. Il y avait la pensée unique. Et il y a même des remises à cause, même du coordinateur de FCC, vous avez suivi, même. Donc, ça bouillonne partout. Donc, par un déclic, le chef de l'État a donné un déclic.
ça bouge dans tous les camps. Maintenant, les lignes bougent de partout et chacun récupère ses libertés. Chacun récupère sa personnalité. Donc même les personnalités politiques qui ne savaient plus parler, qui ne savaient plus bouger, qui avaient peur de tout. Vous savez qu'à la veille de la situation du palais, vous avez suivi, il y avait des députés qui ont fui de dormir chez eux. Même la secrétaire générale du Parlement. De peur qu'il ne soit... Vous savez qu'il n'a pas dormi avant... Vous savez, non? Vous savez, vous nous appelez. Donc, il y avait une situation de peur qui avait hanté toute la nation. On voyait des responsables, des ministres, des députés, mais ce sont des gens qui étaient sous la coupe d'une peur qui ne pouvaient pas bouger. Ils étaient suivis au doigt quand on montre les doigts. Passe comme ça, il passe comme ça. Viens, la nuit, ils allaient brouter, comme quelqu'un l'a dit, brouter chaque fois à la ferme de Tchingakat. Quand on dit venez brouter, on court, on broute. Donc vous comprenez, c'était une situation grave. On a enlevé la dignité des députés, on a enlevé la dignité des ministres, on a enlevé la dignité des sénateurs, on a enlevé la dignité des professeurs d'université. Et parce que là où c'était clair, on lui dit ne dis pas ça, dis c'est sombre. Il dit ce qu'on lui a dit de dire, il n'a plus sa conscience. Et ça, pour ça, c'est tout fait, il reste calme. Il ne reste pas calme. Il a la conscience chargée, mais sauf qu'il il fait la politique du ventre, et ou peut-être il a peur que s'il bouge, vous savez ce qui s'est passé. Donc c'est un peu tout ça. Maintenant, tout le monde est libéré. Oui, Président Kikougou, comment pouvez-vous qualifier cette manière de gérer le pays, de gérer les gens, ce qu'on peut qualifier ça une sorte d'oppression? Si vous ne faites pas comme ça, voilà ce qui va vous arriver. Et en quelque sorte, on a cultivé dans la mémoire des gens ce qu'on appelle la violence symbolique devant un chef. Comment peut-on gérer le pays de cette manière-là? Mais je vous dis, moi je suis sociologue. Lorsque un chef qui se met même à taper ses collaborateurs, c'est-à-dire il t'enlève ta dignité, tu vas, il t'humilie. Donc une gouvernance d'humiliation. Tu es chef, mais devant lui tu n'es pas un chef. Donc on t'humilie. Et vous savez, je suis en train de... Là il n'y a pas de notion de collaboration. Non, pas de collaboration. Ce sont des sujets, ce sont des vassaux, ce sont des esclaves. Vous savez, non. Alain, attends, il faut que je vous le dise. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de faire quelque chose comme un mémoire. La philosophie, j'ai comparé, j'ai lu les livres de Léopold II, comment il a dirigé le Congo. Et comment il est allé se présenter à la conférence de Berlin. J'ai vu l'attitude que Léopold II avait. Le Congo, c'était sa propriété privée. Vous comprenez? Donc pour venir ici au Congo, tu dois négocier avec Léopold II. Pour venir au Congo, qu'est-ce que tu sois européen, mais tous ces gens étaient là, on négociait avec lui pour venir ici au Congo. Et la mentalité du pouvoir depuis les temps d'Afdel et de Mobutu, c'est cette transfert. Il y avait des Léopold II, nous avions des Léopold II à la tête. Mobutu, tu dois être du MPR, c'est avec lui que tu négocies. Depuis les temps d'Afdel, pour passer, vous imaginez, vous le savez, il semble que même les ministres ici, pour qu'ils soient nommés, d'abord, il doit signer 2 actes. Il signait 2 actes à Kingakati. Un acte de fidélité, un acte de démission. Un acte de fidélité au chef. Au chef, un acte de démission. Si tu ne fais pas, et puis, non, il a démissionné. Donc tu as déjà signé. Donc, ça signifie, automatiquement. Ça signifie que les pouvoirs étaient les biens privés du chef. Pour avoir une partie, un morceau du pouvoir, tu dois aller chez les détenteurs suprêmes du pouvoir et c'est lui qui t'en donne. Et quand il t'en donne, il te donne à ses conditions. Il te donne les conditions pour te donner les peu de pouvoir qu'il veut te donner. Il te fait signer même un acte. Et cela est allé plus loin, même dans le cadre de l'accord cash FCC. Vous voyez, la logique, quand je dis en tant qu'intellectuel, en tant que sociologue, j'imagine, je dis, s'ils ont signé l'accord entre le président Félix et Joseph Kabila. On dit c'est avant la publication des élections. Ça signifie quoi? Le président sortant, M. Kabila, s'est considéré comme le détenteur du pouvoir du Congo. Comme Léopold II. C'est le roi Léopold II. Ok. De la RDC. Bienvenue au Congo. Bienvenue au centre du pouvoir du Congo, c'est moi le détenteur. Avant de passer, tu signes un acte avec lui.
Et cet accord-là, cette mentalité-là, cette culture-là, il amène auprès du président Félix Tshisekedi pour signer les accords de FCDH. Justement. Et vouloir continuer à marcher. Parce que si ces accords ont été signés, je dis si ces accords ont été signés avant la publication du pouvoir, ça signifie quoi? Donc, lui, il considérait que c'est lui. Donc, quiconque va passer, c'est moi qui le lui donne. Et c'est moi le propriétaire. Et donc, c'est un autre aéroport 2 du Congo. Et c'est ça la mentalité AFDEL. AFDEL, les sols et les sous-sols appartenaient à l'AFDEL. Comme l'impère, les sols et les sous-sols appartenaient à un père. Vous voyez, la mentalité léopoldienne. Et tous ces gens qui nous ont dirigés étaient dans la logique de Léopoldin. Le Congo, c'est leur affaire, c'est leur bien. Privé, personnel, tous les ministres, ce sont des gens qui viennent solliciter un pouvoir à Léopold II, et Léopold II définit les conditions de leur donner le pouvoir, et avant cela, tu dois jurer fidélité. Tu dois signer un acte de fidélité et d'engagement. Donc, je suis en train de faire un mémoire là sur cette mentalité du pouvoir ici au Congo pendant un temps. Je crois, si Dieu me donne, peut-être que je ferai une publication à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Donc, ce sont des analyses profondes que j'ai fait en tant qu'acteur politique. En tant qu'acteur syndical, j'ai travaillé dans la succession des pouvoirs qui se sont passés parce que j'ai été au fond dans le cadre de la défense des travailleurs à tous les niveaux. J'ai traité avec des PDG, avec des ministres, avec des premiers ministres, avec des cabinets des présidents de la République. J'ai vu des mentalités qui étaient érigées par rapport à cela. Mais par rapport au pouvoir de Félix, je trouve Félix il a certaines ouvertures. Il a fait une rupture. Le président Félix fait une rupture des mentalités du pouvoir. La rupture, c'est que le pouvoir n'est pas à lui, Félix. Le pouvoir n'est pas à un individu. Le pouvoir est au peuple. Et quand nous venons tous, qui avons détenu du pouvoir issu du peuple, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Tu vois, ce sont des paradigmes qui disent tout. Ça dit tout. Il cesse de dire toujours le peuple d'abord. Voilà, le peuple d'abord. Ça dit tout. Et je pense que c'est longtemps qu'on a entendu des gens. De l'autre côté, c'était des gens qui avaient des combines. Il fallait négocier. C'est des négociations secrètes, c'est des ceci. Et donc, je dis que l'histoire retiendra. En tout cas, l'histoire retiendra. Et parce que nous sommes dans ce feuilleton-là de l'histoire, ce n'est pas encore fini, la page tournante de l'histoire congolaise. Nous sommes en pleine ébullition maintenant, cette période. Je vous assure, Alain, dans des années qui viennent, il y aura des gens qui pensent, des penseurs, des philosophes qui étudient de près la situation, feront des révélations sur la culture du pouvoir que notre pays a traversé. Et je suis de ceux qui sont en train de réfléchir dans cette fourchette-là, de comment le pouvoir congolais, nous l'avons vécu pendant des décennies. Voilà, Président, vous avez parlé beaucoup de choses. Maintenant, nous pouvons aborder le cas de l'Assemblée nationale. Puisque le bureau Janine Mabunda est parti, le bureau a été déchu, et la présidente Janine Mabunda est partie, et aujourd'hui, la machine est en train de tourner pour constituer un autre bureau. C'est-à-dire, suivant tout ce que vous venez de dire, de déplorer, les résultats, il y a l'amertume au niveau de l'opinion politique et bien sûr d'une manière générale. Et comme vous avez dit que le président Félix est venu mettre fin à ce système-là, et aujourd'hui, l'effondrement du bureau de l'Assemblée nationale, on peut justifier ça par les résultats que vous venez de déplorer? Mais absolument. Mais je ne sais pas. J'étais avant-hier au congrès du Parlement. Comment un régime qui s'est constitué, un régime fort, à un moment donné, comme récupérer, tout s'effondre? Oui, j'ai dit, j'ai vu même quand tu entres dans la salle, j'étais dans ce Parlement-là, quand tu entres dans la salle, sur le plan mental, tu lis les gens libérés.
tu vois des gens qui se sentent assez... À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Des gens libérés, des gens assez libres, des gens qui commencent à parler. Parce qu'avant, les parlementaires parlaient en se surveillant, en se regardant. Qui est à côté, il faut éviter de dire ceci, parce que si tu dis quelque chose, ça sera rapporté à Kingakati, et donc tu seras convoqué, et les gifles peuvent s'en suivre, et puis. Mais là, on a vu des gens qui lancent des défis à tout le monde. Les gens qui parlent à tout le monde, les gens qui étaient presque libérés. Et donc, la situation du Parlement, maintenant, ça signifie que les parlementaires ont repris leur liberté. Ils sont conscients maintenant qu'avant, ça ne se passait pas bien. Et peut-être il manquait un déclic. Et peut-être sur le plan psychologique, et en tant que sociologue, là je l'ai dit, ils sentent une garantie un peu de liberté, une garantie de protection avec le président Félix. Et que là, on dit, on peut le faire parce que la menace qu'on avait au niveau des services de sécurité infiltrés. Les dangers des quartiers. Infiltrés, tout ça. Bon, maintenant, on sait que non, c'est quand même un digne fils du pays. Je pense qu'on peut se battre, on peut se quereller, on peut se chamailler sans avoir beaucoup vraiment peur des rancunes, des poursuites, la nuit, et tout ça. C'est ça qui s'est passé. Et donc, vous avez vu que, vous allez voir que même au niveau du bureau, quand vous regardez le bureau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le bureau d'âge, savez-vous que tous sont des peu perdus? Mais vous avez vu, le comportement est différent. Et même le président là, le président Téni, quand on a voulu faire les votes, il était déterminé à mener les processus jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous avez vu l'esprit, le mental, c'est-à-dire c'est des gens libérés. Et ce n'est pas des gens qui étaient frustrés, qui avaient, vous sentiez que chaque fois qu'on voulait aller à taquiner, non. Aujourd'hui, vous sentez que vraiment les parlementaires entrent dans la salle, ils prennent possession de leur salle, ils prennent possession de leur institution, ils orientent et ils veulent dire quelque chose selon ce qu'ils pensent et ils veulent réaliser des prouesses pour démontrer au peuple que maintenant, ils veulent penser au peuple, maintenant, ils veulent parler au nom du peuple, maintenant, ils sont libres, ils peuvent agir comme des députés et des véritables représentants du peuple. Et donc, c'est ça que nous avons réalisé. Et c'est ça que j'ai vu au Palais du Peuple avant-hier au congrès du Parlement. Voilà, président Gikoko Kédula, nous évoluons maintenant que le président, comme vous avez dit, il est venu libérer les choses, il est venu démocratiser les choses. Et aujourd'hui, comme vous ne cessez de le dire, les gens du FCC viennent d'être libérés. Et du côté syndicat, du côté social, puisque le président de la République ne cesse de le dire, le peuple d'abord. Il ne va pas se détacher de cette philosophie, de ce slogan, le peuple d'abord. Et du côté syndicat, quelles seraient alors vos attentes en voyant les comportements ou les processus avec lesquels le président Félix Tshisekedi s'est engagé, et quelles seraient les attentes des travailleurs congolais d'une manière générale, les agents et fonctionnaires de l'État, en prenant cette ligne droite pour changer les choses en RDC avec le président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Je pense que le décor est déjà planté. Lorsque j'ai suivi le discours du chef de l'État, lorsqu'il a rendu compte des consultations, il a insisté sur le plan social, pour revenir à l'application des accords de Mbouti. Il n'a pas demandé de renégocier ces accords, mais d'appliquer ces accords-là. J'étais très content. Donc les attentes des fonctionnaires de l'État, c'est qu'on doit revenir sur la table et reprendre les dossiers des accords de Mbouti, aller vers l'application. Ça, c'est positif. Deuxièmement, dans le secteur privé aussi, autant les chefs de l'État à libérer le monde politique, à libérer le Parlement, à libérer le Sénat, les institutions de la peur de laisser les Congolais décider en âme et conscience. Je pense que le chef de l'État doit libérer le monde du travail aussi. Nous attendons, il y a une attente terrible des travailleurs et des fonctionnaires agents de l'État, parce que le chef de l'État voudra bien nommer au niveau du ministère du Travail, au niveau de la fonction publique, des gens qui doivent réaliser
n'est-ce pas, sa pensée au niveau des aspirations de travail. Travailler de manière à ce que les travailleurs soient libérés. Parce que vous savez, qu'est-ce que les travailleurs attendent? Il n'y a pas un bon SMIC dans notre pays. Il y a la mauvaise... Et il y a un gouvernement, il y a un parlement ici pour mettre en application ce SMIC et rien ne se faisait. Tout à fait. Les gouvernements ne s'impliquent pas totalement. Alain, laisse-moi vous dire. Vous savez que les Katanga aujourd'hui, est la source, les grands Katanga, je veux dire, est la source de toutes les convoitises du monde. Tout le monde veut y aller. Tout le monde est dedans. Les Chinois, les Français, les Indiens, les Russes, tout le monde. Mais à l'est, ce que vous ne savez pas, vous les journalistes, les travailleurs qui remplissent toutes les cargaisons, tous les conteneurs, des milliards qui partent là, des cobalt et de tout ce que vous savez, tous les minéraux là, qui partent. Ces travailleurs-là qui travaillent avec les Chinois, qui travaillent même avec certains Congolais, qui travaillent, n'ont même pas de contrat du travail. Non seulement il est mal payé, on ne sait pas lui payer un petit SMIC. Les conteneurs dans lesquels on a mis toutes ces choses, ce sont des milliards, des millions qui partent. Qui s'en vont, qui partent. Ne laissent rien. Mais les travailleurs qui sont là n'ont même pas $500 comme salaire. Alors qu'il a produit un seul conteneur, des millions de dollars. Il part et va au Katanga. C'est sous-traitant sur sous-traitant. Alors qu'il y a même des abus dans cette sous-traitance. Parce que la loi prévoit que là où il y a les emplois permanents, on ne peut pas utiliser la sous-traitance. Comment vous... Ce n'est pas du tout sérieux, Alain. Quelqu'un vient son activité principale, comme les sociétés par exemple de télécommunications. Je donne un exemple. L'activité principale, c'est faire les communications. Il doit avoir des ingénieurs en télécommunications. Il va sous-traiter l'activité principale. Et toi, la société, tu restes pour faire quoi? Parce que tu ne peux pas sous-traiter les principales. Les principales, c'est-à-dire, c'est les troncs, c'est même l'arbre. Mais si tu coupes ça, comment tu vas être un arbre si on a coupé les troncs? Mais là, c'est-à-dire que les propriétaires là, de la hiérarchie de ces sociétés-là de communication et d'autres sociétés s'arrangent avec les membres du gouvernement pour sous-traiter et puis ils tirent les ficelles. Oui, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette histoire? C'est ce que je vous dis. Que lorsque normalement les ministres du travail, quand quelqu'un vient avec la sous-traitance, on va lui demander votre objet principal c'est quoi? C'est ça. Par exemple, moi je produis les minéraux. Il peut dire, bon, moi je me concentre à produire les minéraux, mais pour me transporter ça, je n'ai pas de chauffeur, je ne vais pas créer une société pour les transports. Je peux signer des contrats avec une société de transport. Ça se justifie. Mais s'il dit, bon, même pour produire là, il ne veut pas signer des contrats avec les travailleurs là qui produisent ça. Il va quelque part. Au fait, c'est une technique de gestion. Moi, en tant que quelqu'un qui est dans ce domaine-là, je connais. C'est une technique de gestion. Au lieu d'avoir une charge, je prends des écrans. Parce qu'au fait, même les critères de recrutement, ce n'est pas la sous-traitance qui donne, c'est la société qui donne les critères de recrutement de tous ces gens qui travaillent. Sauf qu'il va sous-traiter ça, c'est-à-dire il donne à quelqu'un, il prend moi les gens comme ça. Ou bien lui-même, il recrute tous ces gens. Mais au lieu de signer directement les contrats, il dit non, vous serez géré par telle société, vous êtes d'abord la sous-traitance. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Les gens qui produisent des richesses, ils doivent bénéficier des richesses qu'ils produisent. Mais maintenant, malheureusement, on était dans un régime, on était dans une gouvernance où les gens ont des intérêts. Quand on vient faire sous-traitant, on veut contrôler, mais non, ce n'est pas ça que dit la loi. Bon, on dit non, ils préparent plutôt des enveloppes. Ils préparent des enveloppes, et puis on a dirigé, et puis la société sous-traitant pénètre. Parce que vous trouvez la société sous-traitante... Est-ce que ces gens-là sont protégés par les autorités? Bien sûr, par les autorités, et les autorités qui, vous trouvez, pour preuve, vous trouverez même dans les sociétés, des usines de production, vous trouvez la garde républicaine là-bas. Qu'est-ce que la garde républicaine a à faire là-bas? Même la police n'a pas sa place là-bas. Même la police nationale. Au contraire, on peut prendre peut-être les Magagnats ou je ne sais pas quoi. C'est bon. Ça c'est aussi pour... Mais l'armée nationale,
c'est un signe qu'ici c'est protégé par X ou par Y. Donc, parce que la police doit être déployée là où il y a des colonnes, c'est pour la sécurité générale, la sécurité de tout le monde. Quelqu'un ne peut pas prendre la police nationale pour ses biens privés, aller protéger les biens privés. Non, non, c'est un abus. Ça, ce sont des abus. Donc le président a beaucoup à faire. Oui, les attentes des travailleurs sont énormes et le président de la République, là j'adresse vraiment au service du président, au président de la République, que les attentes des travailleurs sont énormes parce qu'on a longtemps souffert, on a longtemps attendu cette union sacrée dans laquelle nous mettons la patte, que nous soutenons, que les travailleurs soutiennent pour le changement de la gouvernance. C'est pour que les travailleurs trouvent aussi leur compte. Ils doivent trouver leur part et on doit désigner des responsables dans ce secteur-là, des gens qui comprennent ce monde-là, les gens qui doivent mettre de l'ordre. J'étais en train d'écrire là une lettre à l'inspection du travail. Parfois on embarque même les inspecteurs du travail dans des bêtises, dans des situations très compliquées. Ils se retournent contre les travailleurs. Là où quelqu'un a tort, au lieu d'arrêter celui qui a tort, on va arrêter le travailleur. Au lieu d'arrêter le bourreau, on arrête la victime. Donc voilà un peu de manière succincte vraiment les attentes que nous avons par rapport à l'union sacrée. C'est que la gouvernance va changer. On va nommer des gens vraiment compétents. Ça, ce sont vraiment nos attentes. Il doit nommer des gens compétents qui ont le souci d'échanger les choses, qui ont le souci d'aider les pays. Pas aider seulement le président, aider les pays à s'en sortir de toutes ces contradictions. Pays potentiellement riches, peuple extrêmement pauvre. Non, il faut que les choses changent et on doit changer les choses ensemble. Nous avons le devoir de soutenir les chefs de l'État lorsqu'ils donnent une vision très claire dans le changement et que c'est pour le bien de tout le monde. Si toi tu es congolais, quel que soit qu'il soit de l'opposition, parce que les routes qu'on va construire, ce ne sont pas les routes pour l'opposition, c'est tout le monde qui passe, que tu sois de l'opposition, du pouvoir, tu passes par la route. S'il y a des sociétés, c'est les enfants de tout le monde. Les enfants des opposants peuvent aller travailler dans les sociétés, les enfants du gens du pouvoir peuvent aller travailler dans la société. Si on crée des infrastructures, c'est pour la nation. Donc il y a des domaines, c'est ça dans la classe politique congolaise, ce que moi je déplore. Ils n'ont pas de culture. On ne sait pas faire l'opposition, on doit la faire où? On ne fait pas l'opposition à tout bord, à toutes les questions. On fait des oppositions sur des questions politiques, dans des questions économiques. Que tu sois opposition ou pas, tu dois soutenir. Parce que l'économie n'a pas de couleur, c'est comme l'eau. L'eau doit être incolore, parce que dans l'économie, c'est quoi? Les opposants, ils ont des comptes à banque, ils ont leur argent. S'il y a de l'inflation, même leur argent va subir. Donc, pour aller acheter au marché, ils vont en subir. Dans ces domaines-là, on doit soutenir ceux qui sont au pouvoir, parce que l'économie, c'est ça que nous avons en commun. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du peuple, que vous soyez du pouvoir, l'économie, nous la faisons nous tous. Ce qu'il faut faire, là où il faut faire la divergence, ce sont la vision politique. Ça, ils peuvent se battre, c'est des bonnes guerres, et c'est normal dans toute démocratie. Voilà, Président, nous allons chuter par une petite question. Oui, vous avez plaidé pour qu'il y ait au niveau de certains secteurs clés de gouvernement les gens responsables. Alors, l'inter-syndical national du Congo, c'est la centrale de tous les syndicats de la RDC. C'est les regroupements de tous les syndicats de la RDC. Alors, si l'inter-syndical arrivait à être consulté pour sa participation dans le gouvernement de l'Union sacrée que le chef de l'État est déterminé à mettre au pays, est-ce que vous, l'inter-syndicat national du Congo, vous allez souscrire à cette démarche, puisque vous plaidez que pour améliorer la situation des travailleurs en RDC, il faut qu'il y ait des gens responsables. En quelque sorte, vous voulez insinuer là-dessus que le mieux serait de prendre les travailleurs eux-mêmes, puisque vous êtes érodé en cette matière. Est-ce que l'inter-syndical va souscrire à cette démarche? Bon, Alain, je pense que le Congo, c'est notre pays. Personnellement, et je ne donne pas une opinion personnelle, cela on va en discuter au niveau de l'intersyndical si une telle question nous est posée. Mais ce qui est important, il y a dans certaines questions
dans certains domaines, on doit mettre les travailleurs. Vous savez, dans les structures, par exemple, quand vous allez, heureusement la loi maintenant, à INSS, quand vous allez à INSS, dans la loi actuelle, dans la composition, on doit avoir un représentant des travailleurs. Avant, on mettait des politiciens. Il vient de nulle part, l'argent qui entre là-bas. Vous savez, on a fait des histoires. On prend l'argent des travailleurs, on va investir dans les domaines où ce n'est pas, les travailleurs n'ont pas de compte là-bas. À la fin de compte, il y a failli, les travailleurs ont perdu des mises. Donc, dans certains domaines, il y a des domaines bien spécifiques où on a dit, la loi l'a dit, et nous sommes en train de lutter. Personnellement, moi, sous mon mandat à l'intersyndical, je suis en train de lutter et on a conquis certains des avantages déjà consignés dans la loi. Je continue à lutter de manière à ce qu'il y ait les principes de représentativité, de rotativité dans certains clés où il y a des intérêts de travailleurs. On doit mettre, parce que si quelqu'un a de l'intérêt là-bas, il ne va pas gérer comme quelqu'un qui n'est pas dedans. Ce n'est pas pour rien que la loi a prévu que les actionnaires doivent nommer les gestionnaires. Pourquoi? C'est leur argent. Ils doivent nommer des personnes qui doivent garantir leur argent, qui doivent garantir leurs intérêts. Mais dans le monde du travail, c'est la même chose. On ne peut pas prendre des gens qui quittent de nulle part, on les parachute dans le monde du travail, il ne sait pas comment on gère le monde du travail, il ne sait pas comment ça se passe, il arrive devant des injustices, il prend l'argent, dans l'entretemps il oublie qu'il a sacrifié des générations et des générations. Par une mauvaise loi qu'on peut prendre, on sacrifie les générations qui viennent, même ceux qui ne sont pas encore nés, à cause des lois qu'on a prises dans cette nation. Donc, je pense que nous, dans notre domaine, nous avons fait des mémos. On a fait des mémos, il y a des domaines dans lesquels on a donné des propositions concrètes au chef de l'État pour dire que dans ces domaines, pour ça, il faut les fonctionnaires de l'État doivent être représentés. Comme le ministère de la fonction publique, le ministère du travail, l'économie, tous ces secteurs de portefeuille. Non, si on demande, il ne manque pas de compétences. Dans les différentes organisations syndicales, il y a plusieurs personnes qui ont des compétences. Ça, j'ai dit, si cela est demandé, bon, ça dépend de la condition de chacun. Ça dépend de la condition de chacun. Nous ne sommes pas là pour chercher des postes, non, on n'est pas là pour ça. Mais nous sommes là pour aider le gouvernement à donner certains critères pour aider à ce que, même les chefs d'État, vous savez que partout dans le monde entier, par exemple le ministère du Travail, c'est le ministère clé qui va quantifier tous les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, en termes de nombre d'emplois créés, en termes de nombre de chômeurs absorbés, en termes de nombre d'infrastructures et de nouvelles entreprises créées. Tout ça, quand le chef de l'État normalement doit terminer son mandat, il doit dire je suis entré, il y avait autant d'emplois dans le pays. Quand je suis entré, j'en ai ajouté autant de millions. Là, on quantifie. Et deuxièmement, sur le plan social, quand j'étais entré, les règles par là, les SMIC étaient à tel niveau. Je me suis bâti, j'ai relevé les niveaux des travailleurs, les niveaux sociaux, les niveaux des salaires, je l'ai quitté de tel niveau à tel. Là, on peut quantifier. On dit non, avec lui, ça a monté ou c'est descendu. On peut pas. Donc, il y a des domaines très précis qui sont des domaines techniques, qui doivent être des domaines de comptabiliser les actions et les actions et les politiques qui sont menées au niveau du gouvernement à ces niveaux-là précis. Il faut que ce soit des gens qui sont des experts dans les domaines pour aider à donner la visibilité dans les actions du gouvernement. Donc ce n'est pas un problème de syndicalistes, mais c'est un problème de techniciens dans les domaines. C'est ce que nous sommes en train de privilégier. Monde du travail en français, Moussala en lingala, vous avez suivi le coordonnateur national de l'intersyndical national du Congo et président du syndicat CDT, comment il a essayé d'expliquer comment ils ont conçu, ils sont en train de voir la gestion actuelle du président de la République. Et il a expliqué comment chez eux, à l'intersyndical national, ils ont vécu les événements politiques actuels et il a donné ce que pense son organisation, les regroupements syndicaux et intersyndical national. Et si les chefs de l'État arrivaient à les consulter pour leur participation au gouvernement de l'Union sacrée de la nation, et bien sûr l'intersyndical va se réunir pour répondre positivement au président de la République. Merci. Vous avez notre numéro en bas de l'écran. S'il y a des suggestions ou si vous n'avez pas souscrit à cette démarche,
vous pouvez nous appeler et puis nous allons vous donner l'occasion pour venir vous exprimer en ce qui concerne l'actualité de l'heure et dans le secteur du travail. Merci, à la prochaine.